Ron Weasley est nul au Quidditch. Seamus fait toujours exploser des choses. Aucun Serpentard n'a combattu à la bataille de Poudlard. Et Lucius Malfoy travaille au ministère de la Magie. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que les films Harry Potter vous ont fait tout comprendre de travers. Salut les sorciers, ça va? Toute adaptation a ses différences, pas évidemment par rapport à l'œuvre originale, on le sait tous très bien, et les films Harry Potter en sont un excellent exemple, car il existe de nombreuses différences par rapport aux livres, qu'elles soient positives ou négatives. Le fait est que certains de ces changements ont amené certains fans à comprendre complètement de travers certaines choses sur Harry Potter. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je rappelle que tous les sujets de cette vidéo sont des questions et des doutes que je reçois des personnes qui regardent les vidéos, des commentaires sur les vidéos, des commentaires sur mes réseaux sociaux. Donc ce ne sont pas des choses que j'invente simplement de toutes pièces. Le premier sujet est désarmer quelqu'un change automatiquement la loyauté de la baguette. Quand les films disent, n'est-ce pas, que la baguette change de loyauté, quand Ollivander est là en train d'évaluer la baguette qui appartenait à Drago, il affirme que la loyauté a changé car Harry l'a désarmé, ce qui a suffi à faire croire que dès qu'on désarme quelqu'un, la baguette change de loyauté. C'est tout? Même dans une situation d'entraînement, genre dans un club de duel, si quelqu'un reçoit un Expelliarmus et est désarmé, la loyauté change. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien plus complexe que ça. Le changement de loyauté de la baguette est complètement relatif et dépend de plusieurs facteurs, pas seulement de désarmer l'adversaire. C'est la façon dont il est désarmé, comment il est subjugué, ce que la baguette, entre guillemets, ressent. En résumé, ce n'est pas juste Harry a désarmé Hermione et la baguette lui appartient. Sinon, plus aucun sorcier n'aurait de baguette, n'est-ce pas? Cela dépend de plusieurs facteurs, de toute la situation. La baguette de Drago passe à Harry. Parce que tout simplement, Harry prend la baguette de force, Drago est subjugué, c'est contre sa volonté, tu comprends? Donc cela fait que Harry domine Drago, et la baguette ressent cette domination et juge que Harry est plus fort. Donc la loyauté finit par passer à Harry. Ce point suivant, tout le monde pense que ça arrive, que Seamus fait toujours exploser les choses. Mec, ça c'est une invention totale des films. La seule fois où cela arrive avec Seamus, c'est quand ils apprennent le Wingardium Leviosa en première année. Et là, sa plume prend feu, c'est tout. Et puis ils ont simplement mis ce gamin en train de tout faire exploser dans plusieurs films différents. Même la scène du pont, là où Minerva dit « faire exploser des choses, c'est ta spécialité ». Ce n'est pas vrai. Nagini s'est transformée en Bathilda Tour de Zac. J'ai déjà vu ce commentaire plusieurs fois, mais ce n'est pas ça. Même si on ne sait pas exactement comment cette magie a été faite, ce qui s'est passé, c'est que ce corps était en fait celui de Bathilda Tour de Zac. Ce n'était pas Nagini transformé en Bathilda et qui redevient simplement Nagini. Non, Nagini était à l'intérieur du corps mort de Bathilda Tour de Zac, réanimé par la magie noire. Comment Voldemort a-t-il fait ça? Je n'en ai aucune idée, personne n'en a la moindre idée. Dans le livre lui-même, il est dit qu'il existe des arts obscurs là-bas, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et que Voldemort connaissait ces arts, tu vois? Donc elle était littéralement à l'intérieur du corps mort de Bathilda, c'est pour ça que dans le film, on voit ce sang-là, plein de mouches. Là, c'était déjà censé être plus ou moins sous-entendu, non? Mais ça a embrouillé beaucoup de monde, parce qu'au moment de la transformation, le serpent apparaît au milieu des vêtements. On ne montre pas le serpent en train de sortir d'elle et tout ça, parce que je pense que ça aurait été encore plus effrayant que ce que c'était déjà. Cette scène me met vraiment mal à l'aise, tu vois. Ron Weasley a hérité de son costume de soirée de sa grande-tante Tess. Ron, le pauvre, hein, il dit même que ça sent la grande-tante. Mais alors, je peux dire un truc, je trouve que le costume de Ron est bien plus stylé que celui que Harry porte, par exemple. Celui de Ron fait beaucoup plus sorcier, mec, je le trouve vraiment plus cool. Bref, les films nous font croire ça, non? Mais c'est une invention totale du film. Il n'y a pas de grande-tante Tess, elle n'existe tout simplement pas. Ce vêtement a été acheté sur le chemin de traverse, dans une boutique d'occasion. Et ça, c'est montré dans les livres. Molly achète la tenue, et elle la donne à Ron avant qu'il n'aille à Poudlard. Il n'y a pas cette histoire de la tenue remise à Poudlard, non. Un autre point que les films, surtout le premier film, amènent les gens à croire, c'est que Harry, Ron et Hermione sont devenus amis très rapidement, n'est-ce pas? Ils sont vite devenus amis à Poudlard. Mais en réalité, pendant le premier mois à Poudlard, leur premier contact avec Hermione n'a pas été très bon, là, dans le Poudlard Express. Oui, dans le film, il tente de montrer ça, mais de façon plus légère. Ron dit même, lors de la répartition, celle-là, elle est folle, etc. Dans le livre, il y a bien plus d'échanges piquants, même de la part de Harry, qui traite mal Hermione.
Or, le film laisse penser qu'ils sont vite devenus amis. D'accord, ils ne pouvaient pas être tout de suite les meilleurs amis, mais il y avait déjà une relation et ils s'appréciaient déjà. Non, dans le livre, ça prend un peu plus de temps. Et ce n'est qu'après l'incident avec le troll qu'ils deviennent vraiment amis. Le premier film te fait aussi croire que la mauvaise prononciation de Ron dans le sortilège Wingardium Leviosa, c'est parce qu'il disait Leviosa. Mais en réalité, ce qu'il prononce mal dans le livre, c'est le garde Wingardium. Alors Hermione lui dit le gare est long et prononcé. D'ailleurs, dans la série, je pense que si jamais ils font la scène comme dans le livre, il y aura beaucoup de gens qui n'ont pas lu le livre qui vont se plaindre qu'ils ont changé et que ce n'est pas comme dans le livre, alors qu'en fait, dans le livre, c'est différent du film. Harry, Ron et Hermione n'ont trouvé touffu que parce que l'escalier a tout simplement changé de place et qu'ils se sont retrouvés là par accident. En gros, ils se sont retrouvés là par accident, mais pas à cause d'un escalier déplacé. Dans le livre, Harry tombe dans un piège tendu par Drago, qui le défie en duel à minuit. Et Neville et Hermione sont avec eux, simplement parce qu'Hermione les suit en disant qu'elle allait les dénoncer, qu'ils causaient des ennuis à Gryffondor. Et Neville aussi. Il était resté dehors de la salle commune car il avait oublié le mot de passe et s'était cassé le poignet pendant le cours de vol et s'est retrouvé dehors en revenant de l'infirmerie. Voilà pourquoi les quatre sont ensemble. Quand Touffu est découvert, et puis quand ils tombent dans ce piège tendu par Drago, que Peeves apparaît, que Rusard arrive et qu'il se cache derrière la porte, c'est là qu'ils rencontrent vraiment Touffu. Ce n'est pas juste parce que l'escalier a changé par hasard à ce moment-là qu'ils se sont retrouvés là. Le premier film nous fait aussi croire que Ron faisait une retenue avec Harry, Hermione et Drago dans la forêt interdite. Alors que Ron n'y était pas, c'était Neville qui était là, parce que Ron était à l'infirmerie après que le dragon Norbert lui ait mordu la main. Le troisième film, Le prisonnier d'Azkaban, fait croire à beaucoup de gens que Harry a reçu l'éclair de feu à la fin de l'année scolaire, alors qu'en réalité, il la reçoit à Noël. Il y a toute une histoire entre Harry, Ron et Hermione, parce qu'Hermione dit que Harry a reçu un balai sans aucune information, de façon anonyme, et alors Flitwick prend le balai pour le démonter, pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect avec lui. Parce que, tu vois, Harry était menacé de mort par Sirius Black, et ça fait que Harry et Ron se fâchent contre Hermione. Il y a une grosse dispute entre eux à ce moment-là. Et Harry utilise l'éclair de feu dès l'année scolaire où il la reçoit, après que le balai lui soit rendu pour les matchs et tout, y compris lors du match contre Serdaigle. Donc, le fait que Harry reçoive l'éclair de feu comme ça, à la fin de l'année, ça n'arrive pas. Les films font aussi croire à beaucoup de gens que chaque Horcrux fait du mal à la personne. Donc, toute personne qui utilise un Horcrux, qui tient un Horcrux, va devenir complètement mauvaise parce qu'elle possède l'objet. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, le collier qu'il portait autour du cou, lui, faisait vraiment ça. Le journal a possédé Ginny, mais c'est parce qu'elle écrivait dans le journal qu'elle s'est confiée au journal et qu'elle a créé un lien avec le journal. Le médaillon mettait Harry mal à l'aise, alourdissait Hermione. Mais Ron, lui, extériorisait tout ce qu'il avait accumulé. Ce n'est pas qu'il était mauvais, mais il ne comprenait pas certaines choses et n'en saisissait tout simplement pas d'autres, ce qui finissait par se voir chez lui. Le côté négatif nourrit son insécurité, c'est ça que fait ce médaillon. Ce n'est pas que chaque Horcrux fasse ça. Et c'est de là que vient la théorie, non? Cette théorie absurde selon laquelle les Dursley étaient méchants avec Harry parce qu'il était en partie un Horcrux et les influençait est vraiment folle. Personne de Serpentard n'a combattu à la bataille de Poudlard, et c'est aussi un peu la faute des livres, surtout dans les reliques de la mort. Il est bien écrit qu'aucun élève de Serpentard n'est resté à la table quand on a demandé qui voulait participer à la bataille, non? Sauf que plus tard, dans le livre, Horus Slughorn revient de Préolard, menant avec lui quelques villageois et aussi des élèves de Serpentard. D'ailleurs, c'est mentionné par l'auteur dans un podcast où elle dit elle-même non. Des élèves de Serpentard se sont battus, mais dans le livre, il est indiqué qu'il ne reste personne de Serpentard à la table. Alors la plupart des gens comprennent, et à juste titre, qu'il ne restait aucun élève. Là, on ne peut même pas vraiment juger. Edwige est morte parce qu'elle a voulu protéger Harry contre un mange-mort, là, pendant la bataille des 7 Potters. Écoute, le film voulait offrir une fin plus digne et héroïque à Edwige, mais ce n'est pas le cas. La pauvre, enfermée dans la cage du sidecar, s'est fait avoir pour rien. Parce que Harry a été identifié pour avoir utilisé le sortilège Expelliarmus, parce que c'était un peu sa signature, non? Et alors, le mange-mort qu'il poursuivait, il a fait signe à Voldemort que c'était le vrai Harry. Et là, il y a une bataille folle, et Edwige prend un Avada Kedavra dans le sidecar. Là, en fait, elle est dans la cage, elle ne protège pas Harry, elle ne vole pas vers le mange-mort, rien de tout ça. Mais dans le film, ça c'était vraiment cool, mais ça,
C'est impardonnable ce que les films ont fait à Ron Weasley, mec. Le film nous fait croire que Ron est complètement idiot. Complètement idiot. Au Quidditch, qu'il soit complètement nul, inapte à jouer, alors qu'en réalité, il est bon au Quidditch. Le problème de Ron, c'est son manque de confiance. Ce sont ses nerfs. D'ailleurs, Harry lui dit ça dans les livres. Écoute, ton problème, ce ne sont pas tes compétences, mais tes nerfs. Contrôle-les ou je devrais te retirer de l'équipe. C'est le souci de Ron. Quand il croit avoir pris la Félix Felicis, il réussit très bien dans le 6e livre, car il pense que son succès dépend de la potion, un facteur externe, et non de lui-même. Et ça lui enlève ce poids, et il joue magnifiquement. Mais dans le livre L'Ordre du Phénix, il rejoint l'équipe de Quidditch, et il est décisif en finale du championnat. Là, il est décisif en défendant, même sans Harry, sur le terrain et sans Fred et George, parce qu'ils avaient été interdits de jouer au Quidditch par ombrage. Le film suggère que Ron n'intègre l'équipe de Quidditch qu'à cause du sortilège Confundo lancé par Hermione sur Cormac McLaggen. Mais il fait quand même les arrêts. Tout maladroit, il tombe sans cesse de son balai, il s'accroche, mais cela n'arrive pas. Ron n'est pas mauvais au Quidditch, il a grandi en y jouant. Son seul problème était le manque de confiance en lui, ce qui affectait ses performances, surtout quand il était nerveux, pas prêt ou se sentait pas assez bon. Mais ce n'était pas un manque de compétences. Lucius Malfoy travaille au ministère de la magie, le film fait vraiment croire cela à beaucoup. Parce que quand ils sont dans cette scène, là chez Fleury et Bott, Lucius dit à Arthur « On se voit au travail ». Sauf que Lucius ne travaille pas. Il est membre du conseil de Poudlard. Mais ensuite, il est destitué de son poste, là, dans la chambre des secrets même. Mais ça, ce n'est définitivement pas un travail, ce n'est pas un emploi, tu vois. Il ne travaille pas parce qu'il est très riche, il a beaucoup d'argent et il n'a pas besoin de travailler. Il a de l'influence au ministère, il était toujours là-bas au ministère, mais c'était purement par influence, pas parce que c'était son travail. Il ne travaillait dans aucune section ni département. Les élèves suivant l'herbologie seulement à partir de la 2e année. C'est aussi un autre problème causé par les films, parce que dans le premier film, ils ne montrent tout simplement pas le cours d'herbologie et ne le montrent qu'à partir de la 2e année. Ils y apprennent les mandragores, mais la matière est bien présente dès la première année, et en première année, ils ont des cours d'herbologie. Dans le film, Hermione dit avoir vu ça en herbologie à propos du filet du diable, mais cette scène a été totalement coupée. Une autre chose que les films vous ont fait croire, c'est que les lutins de Cornouailles parlent, alors qu'ils ne parlent pas dans le film. C'était un ajout. Ils sont même assez marrants, mais non, ils ne parlent pas. Le 2e film, en particulier, vous fait aussi croire que le Ictus Rictus Ampra est un sort qui provoque un impact en projetant la victime en arrière. Alors qu'en réalité, le Ictus Rictus Ampra est un sort qui fait rire la personne de façon incontrôlable, il chatouille la victime, et la personne qui subit les chatouilles commence à rire de manière incontrôlable et troublante. Sauf que, dans le film, ils ont tout simplement changé complètement l'effet du sort. Je parle du Ictus Rictus Ampra, pas du Sectum Ampra, ce sont des sorts différents. Le film Le prisonnier d'Azkaban nous fait croire que Harry perd le contrôle avec sa tante Marge. Elle arrive vite à la maison et ils finissent de déjeuner. Puis elle dit des bêtises sur les parents de Harry, et Harry perd le contrôle. Alors qu'en réalité, elle reste une semaine chez les Dursley, et elle passe une semaine à rendre la vie infernale à Harry. Donc, il perd le contrôle, et il a bien raison, parce que ça faisait une semaine qu'il était harcelé et insulté. Et puis, le 3e jour, il fait exploser un verre dans sa main, et le 6e jour, quand elle s'en va, c'est là que toute cette scène, tout ce chaos, arrive. La transformer en ballon dans le film Le prisonnier d'Azkaban. On dirait aussi que le Magicobus arrive par hasard, que Harry, tout simplement, a eu de la chance. Et le Magicobus est apparu là parce qu'il y avait un chien sur le point de l'attraper. Non, c'est Harry qui appelle le Magicobus. Parce qu'il lève sa baguette, il tend sa baguette au bord du trottoir, il était au bord du trottoir, et il tend sa baguette. C'est le signe pour appeler le Magicobus, même s'il ne voulait pas et ne savait même pas ce qu'il faisait, ce signe fait apparaître le Magicobus. Le bar Les Trois Balais est interdit aux mineurs. C'est absurde parce que mec, plusieurs moments des livres se passent au bar Les Trois Balais, Harry, Ron et Hermione au bar Les Trois Balais. Il n'est pas interdit aux mineurs, pourtant ils ont ajouté ces têtes parlantes disant l'entrée interdite aux mineurs. C'est juste pour que Harry puisse entrer là, avec sa cape d'invisibilité et écouter la conversation. Sauf que c'est complètement différent de ce qui se passe dans le livre. Severus Rogue ne sait pas qui sont Lunar, Queue de Verre, Patte Molle et Cornedru. Du moins, c'est ce que le 3e film fait aussi croire au public. Quand Harry a la carte du maraudeur et que Rogue tente de révéler son contenu, il se fait insulter et s'énerve juste à cause de cela. Mais il n'a aucune réaction en entendant les noms Lunar, Queue de Verre, Patte Molle et Cornedru, alors qu'il savait exactement qui ils étaient. Et dans le livre, quand Rogue prend la carte, il appelle Lupin,
et l'interroge. Comment Harry avait cet objet, ce qui a fait soupçonner à Rogue qu'il l'avait reçu des créateurs même de la carte. Parce qu'il savait qui étaient les maraudeurs, il savait qui étaient Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru. Dans Le prisonnier d'Azkaban, on voit aussi Lupin immobiliser le Saule-Cogneur en utilisant un sort. Il dit Immobuluse et le Saule-Cogneur s'arrête. Quand ce n'est pas possible, la seule façon d'immobiliser le Saule-Cogneur est d'appuyer sur un nœud spécifique dans le tronc, un nœud caché là dans le tronc. Et c'est Patenron qui fait ça pour eux, c'est Patenron qui appuie là et ils arrivent à entrer. Et Lupin savait où se trouvait ce nœud pour immobiliser l'arbre. Justement parce que c'était la cachette qu'il utilisait pour se transformer en loup-garou quand il était étudiant. On ne peut donc pas immobiliser le Saule-Cogneur avec Immobulus, sinon d'autres élèves l'auraient déjà fait. Beaucoup finissent par mal comprendre cela. À cause du film La Coupe de Feu, on a l'impression que Barty Croughton Jr., lorsqu'il invoque la marque des ténèbres, était avec les autres mange-morts qui étaient apparus avant, mais ce n'était pas le cas. Les mange-morts, d'ailleurs, sont terrifiés lorsqu'ils voient la marque des ténèbres apparaître dans le ciel, car ce n'est aucun d'eux qui l'a invoqué. Et alors, ils se dispersent immédiatement. Ces mange-morts qui ont semé la terreur lors de la Coupe du Monde ont simplement profité de l'occasion pour se comporter comme les idiots suprémacistes qu'ils étaient, et ainsi attaquer les gens. Mais quand la marque des ténèbres est apparue, symbolisant Voldemort, et qu'ils n'étaient pas allés le chercher ou avaient renoncé pour éviter les punitions durant la première guerre des sorciers, ils ont été terrifiés. Dans le film, on a l'impression qu'ils sont ensemble, aucune explication n'est donnée. Le 4e film laisse aussi penser que Beauxbaton et Durmstrang arrivent à Poudlard le premier jour de classe, juste au début de l'année scolaire. Et ils arrivent simplement à Poudlard. Dans le livre, c'est presque un mois après le début des cours. Le film suggère que Neville a aidé Harry à la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers en lui donnant la branchiflore. En réalité, c'est Dobby qui a fait ça, mais il a aussi été complètement coupé, n'est-ce pas? Pauvre Dobby, il apparaît seulement dans la chambre des secrets pour être présenté, puis dans les reliques de la mort pour mourir. Pendant ce temps, toutes les apparitions et actions importantes de Dobby n'ont même pas été mentionnées dans les films. Celui-ci, le 4e film, nous induit vraiment en erreur, mec. Vraiment mal comprendre. Barty Croughton Senior. On dirait qu'il a été tué parce qu'il reconnaît son fils déguisé en Maugré. Là, à cause de la petite manie de la langue, sauf que cette manie de la langue, ce tic de la langue que Barty a dans le film, c'est seulement dans le film. Et puis, il apparaît mort juste après avoir vu ça dans le film, non? Dans le film, c'est vraiment comme ça que c'est construit. C'est pour qu'on comprenne que c'est à cause de ça qu'il est mort, ou que, tu vois, il y a quelque chose de suspect. Là-bas, ça arrive et on montre son corps mort à Poudlard. Sauf que, dans le livre, son corps n'est pas retrouvé. C'est Barty Croughton Jr. lui-même qui avoue, après avoir tué son propre père. Et il l'a enterré et désintégré là. Il a transfiguré son père, le corps de son père en os, et il l'a simplement enterré près de la forêt. Et, en réalité, il a fait ça parce que son père a réussi à échapper au sortilège de l'Imperium. Parce que, dans le livre, il était isolé, malade là, et il a réussi à échapper au sortilège de l'Imperium. Il est arrivé à Poudlard pour essayer de parler à Dumbledore de ce qui s'était passé. Sauf que là, Barty Croughton Jr., déguisé en Maugré, finit par le trouver. D'abord, il voit le nom de son père sur la carte du maraudeur qu'il avait confisqué à Harry, puis il y va et tue son père. Mais ça, ce n'est révélé qu'à la fin du livre. Dans le 5e film, Harry est attaqué par des détraqueurs, et ça en reste là, tout simplement. La plupart pensent qu'il a été attaqué parce que Voldemort est revenu. Oui, Voldemort est revenu. Les choses arrivent, hein, non? Il a été attaqué par des détraqueurs, alors qu'en réalité, ce n'était même pas la responsabilité de Voldemort. C'est Ombrage qui a tout manigancé pour que Harry soit expulsé de Poudlard, puisque lui et Dumbledore étaient discrédités par le ministère de la Magie, dans une campagne de déni du retour de Voldemort. Ce n'est jamais expliqué ni mentionné dans le film, alors les spectateurs pensent, après le retour de Voldemort, même les détraqueurs poursuivent Harry dans la rue des Trojas. Mais ce n'est pas le cas. Le 5e film suggère aussi qu'on peut faire exploser le mur de la salle, mais un sortilège est nécessaire pour y entrer. Parce que c'est comme ça qu'Ombrage les trouve dans le film, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Dans le livre, Ombrage n'arrive pas à détruire le mur de la salle. Ça n'existe pas, mec, on ne peut tout simplement pas détruire le mur et entrer là. Sinon, Harry l'aurait fait en cherchant ce que Drago faisait dans le 6e film ou livre, mais non, ce n'est pas possible, même dans le 5e film. Ça nous fait aussi comprendre que Harry a vu les souvenirs de Rogue un peu par accident, tu vois, genre waouh. Il a utilisé Protego là, pendant qu'il était en cours de, j'allais dire ophtalmologie, occlumencie, rien à voir.
Quand il était en cours d'occlumencie, Harry a utilisé Protego à ce moment-là. Il finit par voir le souvenir de Rogue, mais ce n'est pas exactement ainsi que ça se passe. Dans le livre, Rogue enlève les souvenirs, les mémoires qu'il veut cacher à Harry et les met dans la pancine pendant le cours. Et là, à un moment où Rogue sort de la salle, Harry va là-bas et plonge sa tête dans la pancine. Pour voir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Harry voit alors les souvenirs et Rogue se met vraiment en colère contre lui. Quand il revient et voit qu'il est cela, il fait sortir Harry de là et lui dit de ne jamais revenir dans cette salle, que ses cours étaient terminés. Les films induisent également en erreur dans Le Prince de Sang Mêlé. Tout le monde semble savoir qu'Ollivander a été enlevé, alors qu'en réalité son sort reste mystérieux. Parce que sa boutique ne montrait aucun signe de destruction. Mais dans le film, on voit littéralement les Mangemorts le kidnapper et faire exploser la boutique. En réalité, ce qui est arrivé à Ollivander reste un mystère. On découvre plus tard qu'il est enlevé dans la cave, n'est-ce pas? Celle-ci, beaucoup de gens pensent vraiment que Dumbledore a 150 ans parce que Harry, Ron et Hermione disent laquelle âge il a 150 plus ou moins. Mais ils ne connaissent non pas l'âge de Dumbledore. Et ils sont en train de deviner, alors qu'en réalité, l'âge de Dumbledore, il est mort à environ 116 ans parce qu'il est né en 1881 et il est mort en 1997, donc il avait entre 115 et 116 ans. Le film Le Prince de Sang Mêlé fait aussi croire aux gens que Narcissa et Drago vont ensemble chez Barjow et Burke. Pour faire toute la magouille là, essayer de faire entrer les Mangemorts à Poudlard, mais Narcissa ne sait pas comment Drago accomplit la mission qui lui a été confiée par Voldemort. Drago trompe Narcissa et va seul chez Barjow et Burke dans le livre. Ceci est une invention totale des films, vraiment sans aucun sens, qui fait croire aux gens que les Jonchérune existent. J'ai déjà parlé plusieurs fois de cette scène ici. Mais quand Luna rencontre Harry dans le Poudlard Express, il a la tête pleine de Jonchérune. Mais les Jonchérune n'existent pas, mais dans le film, ils les ont fait exister, mec, vraiment, ils n'existent pas. Dans cette scène. Ici, c'est Tonks qui rencontre et répare le nez de Harry. Cela ne concerne pas Luna. Les gens se trompent aussi à cause du prince de Sang Mêlé. Ron rejoint l'équipe de Quidditch seulement cette année, alors qu'en réalité, c'était en 5e année. Je l'ai mentionné, non? Dans l'autre sujet où on dit que Ron est nul au Quidditch, ce sujet en est une extension. Beaucoup pensent que Ron n'intègre l'équipe de Quidditch qu'en 6e année et qu'il est un mauvais joueur, ce qui est faux. Harry rencontre Bill dans le 7e film quand ils vont transporter Harry vers un endroit sûr, puis Bill arrive en se présentant. « Bonjour Harry, Bill Weasley. Et je dois ça au loup-garou Greyback. » Ils ont supprimé la scène d'attaque dans le film précédent, ainsi que sa présentation dans le 4e livre et le film où il le rencontre. Harry, oui mec, et là il le présente juste à ce moment-là. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, alors les gens pensent que Harry rencontre Bill seulement à ce moment-là, à cet instant précis. Certains ne vont pas plus loin dans l'univers de Harry Potter, ne lisent pas les livres et considèrent les films comme la vérité absolue, tu vois? Donc il y a des gens qui comprennent juste ça. Et c'est tout. Et, pour finir, mais pas moins important, en fait, il y en a 2 à 1 au mariage de Bill et Fleur. Harry se déguise en roux quelconque. Là, comme s'il était un cousin des Weasley, comme s'il était un Weasley, parce que Harry attirerait beaucoup l'attention, puisqu'il y aurait d'autres invités, tu vois. C'était une période dangereuse. Voldemort était en liberté, le ministère de la magie pris, et le jour du mariage, le terrier envahit. Imaginez que les gens disent « Non, j'ai vu Harry Potter, il était là. » Donc on prend la précaution qu'il soit déguisé. Mais dans le film, ils l'ignorent simplement. Et aussi, quand Harry et Hermione vont à Godric's Hollow, ils n'ont pas leur apparence habituelle. Ils se transforment en un couple de moldus d'âge moyen, ils finissent par prendre des cheveux. Pendant qu'ils se cachaient, campaient et allaient au marché chercher de la nourriture, ils prenaient ce matériel pour préparer la potion de polynectar et se transformer. Et, transformés, ils vont à Godric's Hollow parce qu'il était très dangereux pour Harry d'être là en personne à Godric's Hollow. Et dans le film, ils ont simplement changé ça et ont mis la réplique de Harry comme ça. Je ne reviendrai pas ici déguisé, contrairement au livre où il le fait, car cette fierté, vraiment, quelle idiotie dans le film. Par exemple, non, on fait dire à Harry qu'il ne reviendrait pas ici sous une autre apparence, alors que sa vie est vraiment en danger. En revenant en étant lui-même, il prend un vrai risque. Dans le livre, même en étant déguisé, Nagini le reconnaît. Tu vois, Nagini déguisé le reconnaît là, même sous la cape d'invisibilité. C'est vraiment bizarre dans cette partie du livre. Cette partie du livre est vraiment, vraiment tendue. Mais bon, voilà. Ce sont quelques points que j'ai relevés que les gens comprennent mal. À cause des films uniquement, on a déjà quelques épisodes ici.
Ce n'est pas forcément une série, mais je finis par faire plus de vidéos parce qu'il y a plus de choses que ce que je peux dire en un seul épisode. Donc, si tu n'as pas vu quelque chose dans cet épisode, peut-être que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode qui est sorti. Et si quelque chose t'a manqué que je n'ai pas abordé dans les autres épisodes, laisse un commentaire. Dans les commentaires, qui sait, je ferai peut-être une prochaine partie. Merci d'avoir regardé. Y a-t-il quelque chose que tu as mal compris à cause des films? Après lecture, tu as vu que ce n'était pas ce que tu pensais. Dis-le dans les commentaires, que je puisse en parler dans le prochain épisode. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur le chaudron baveur. D'ici là, méfait accompli.